Numbi. Ce reportage est signé Vicky Moukeba, Souzi Kibira Omari. Bienvenue Magambo. Octobre 2014. Aucun nouveau cas confirmé de la maladie à virus Ebola n'a été enregistré dans le territoire de Boendé. Soit à ce jour, 42 jours de recherche active de cas, 42 jours de surveillance intense et 42 jours de sensibilisation des communautés. De ce fait, et comme l'exige le règlement sanitaire international, le gouvernement de la République démocratique du Congo déclare ce 15 novembre 2014 la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans le secteur de Djera, territoire de Boendé, district de la Chouapa, dans la province de l'Équateur. Depuis 1976, c'est la 7e fois que la RDC a connu l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Cette épidémie, qui vient d'être maîtrisée, a enregistré depuis le 4 octobre dernier 66 cas, dont 28 cas probables, 38 cas confirmés positifs à Ebola et 17 patients déclarés guéris. Sur ce total de 66 cas enregistrés, on a noté 49 décès, dont 28 probables et 21 confirmés. La République démocratique du Congo a notifié 8 décès parmi le personnel médical. Grâce à son expertise dans la lutte contre Ebola, la RDC compte faire bénéficier à l'Afrique de l'Ouest de son expérience. Déjà 1000 personnes sont attendues pour la formation des équipes multidisciplinaires pour la riposte face à l'épidémie d'Ebola. Un premier lot de 180 personnes ont été formées et prêtes à aller intervenir en Guinée, Sierra Leone, Libéria et au Mali. Au cours de cette conférence de presse, le ministre de la Santé a remercié les partenaires, la population de Djera et les professionnels des médias pour leur implication dans la lutte contre cette épidémie. Félix Kabange Numbi appelle la population à pratiquer toutes les mesures d'hygiène élémentaires, notamment le lavage des mains avec le savon ou à la cendre. L'épidémie d'Ebola est éradiquée à l'Équateur, mais la RDC est toujours sous menace des cas d'importation de la maladie à virus Ebola sévissant en Afrique de l'Ouest. Et juste après cette annonce, les partenaires au développement ont salué les efforts déployés par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Ces partenaires ont travaillé aux côtés du gouvernement congolais pour mettre fin à cette épidémie qui a sévi à Djera dans la province de l'Équateur. Leurs propos ont été recueillis par Vicky Moukeba. L'un des aspects les plus importants est de soutenir d'abord l'apport du gouvernement en termes de fonds catalytiques. Cela est extrêmement important parce que c'est cette contribution financière du gouvernement qui a permis d'entreprendre les premières interventions et c'est ensuite que l'appui des autres partenaires est intervenu. On a pensé que l'épidémie à Djera a été gérée de manière facile parce que c'était isolé. Non. C'était une des épidémies dont la gestion a été très complexe, et par l'isolement qui a nécessité la mobilisation des logistiques importantes, de la nécessité d'avoir des ressources humaines disponibles et qui ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles, et également la nécessité d'intervenir très rapidement et de manière efficace. Je pense que le travail que le but va réaliser et qui va, d'une manière ou d'une autre, prendre en compte également les apports des uns des autres, nous permettra d'avoir une idée de la contribution. Au-delà de la dimension communautaire, prise en charge et au niveau des enterrements, je pense qu'il y a eu 2 dimensions qui ont été menées en parallèle et j'invite vraiment les médias à souligner l'expérience congolaise, à la fois médicale, mais également humaine et comportementale. Et donc on le voit, l'approche c'était au-delà d'une vingtaine de villages, ménage par ménage, et je pense que cette expérience, ces acquis, seront très importants pour la solidarité africaine. Donc c'est le 3e point, continuer nos efforts. Au-delà du médical et du comportemental, il y a aussi toute la dimension de la communauté, le rapport avec les messages et aussi la dimension humaine. Je parle là-bas.
Après la pluie vient le beau temps, dit-on, mais cela n'a pas été le cas ce samedi à Kinshasa. Les caniveaux inondés d'immondices et les constructions anarchiques, notamment sur la chaussée dans certaines avenues de la capitale congolaise, sont à la base d'énormes dégâts causés par la pluie. Une situation qui doit interpeller les dirigeants et même la population qui, après la pluie, qui est réellement les beaux temps à Kinshasa. Le constat a été fait par Suzy Kibiraomari. Les fortes chaleurs enregistrées depuis un temps à Kinshasa ont cédé la place ce samedi à une forte pluie qui, comme d'habitude, s'accompagne d'énormes dégâts. Sous d'autres cieux, après la pluie, c'est vraiment le beau temps, contrairement à Kinshasa où à chaque fois qu'il pleut, tout est bloqué. Mais pourquoi la pluie n'est toujours pas la bienvenue quand on sait qu'elle est salutaire pour les cultivateurs en particulier? Plusieurs réponses sautent aux yeux, car s'il pleut, non seulement le transport en commun devient difficile pour différentes destinations, du fait qu'avec les eaux des pluies, toutes les routes sont inondées, mais aussi certaines avenues comme Isoke, Mbomo, Chouapa, Itaga, Lac Mouero, Louvois et même Roi-Kadingi, les eaux ont assiégé une partie de l'avenue des Huileries entre la voie ferrée et l'avenue Mont-des-Arts. Pour certains observateurs, des caniveaux mal construits sur ces avenues seraient à la base de toutes ces conséquences. Ajoutez à cela des constructions anarchiques sur la chaussée. Certaines concessions ont été bâties sur des collecteurs bloquant le passage des eaux. Faut-il que les entreprises qui ont fait les travaux soient interpellées pour refaire ce qui a été fait ou mal fait, car ces dégâts se répètent sous l'indifférence des autorités. La population qui ne se fatigue pas à déverser les immondices dans ces caniveaux doit se remettre en cause, car les responsabilités sont partagées. Alors cette question, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin une fois pour toutes à la situation catastrophique que vit la ville de Kinshasa après chaque pluie diluvienne? Interrogé, Siméon Moussindondo, architecte manager du bureau Klaroff, exhorte le gouvernement congolais à veiller à la répartition des rôles dans l'exécution des marchés publics. Il est au micro de David Fidel Zolo et Patrick Isobongesebo-Kouma. La ville de Kinshasa connaît voilà plusieurs années un sérieux problème d'urbanisation. Conséquence, chaque fois qu'il pleut, c'est la débandade dans plusieurs quartiers de la ville. Érosion par-ci, inondation par-là. Ajoutez à ceci des débordements de plusieurs rivières. La question qui demeure sur toutes les lèvres est celle de savoir qu'est-ce qui est à la base de cette situation malheureuse. Plus nous créons des quartiers, plus nous devons penser à l'assainissement. Et cette situation, on le dira de temps en temps, et nous les vivrons jusqu'à ce que nous allons quitter cette terre des hommes. Parce que aussi longtemps qu'on n'urbanisera jamais cette ville, aussi longtemps qu'on n'aura pas un plan directeur d'urbanisme pour cette ville, je crois que nous pouvons crier, prier, chanter ou quoi. Il ne faut rien attendre de Dieu parce qu'on aura toujours des inondations. Alors qu'une certaine opinion estime que le problème se trouve aussi au niveau de la passation des marchés, Siméon Moussindondo soutient le contraire et pense que le problème est ailleurs. Ça n'a rien à voir avec la passation. Il faut même oublier la passation là-dedans. Ceux qui pensent pas de la passation, bien non. La passation est très bien organisée à partir de la loi que nous avons, la loi 010 sur les marchés publics. Mais les marchands les soumissionnent sur base d'une étude. Et là, je dis, on ne peut pas laisser les entreprises publiques, là je dis les entreprises publiques techniques, être jugées parties. Ça je l'ai dit, je suis déçu de le dire aujourd'hui, parce que des fois vous avez l'office des routes qui fait lui-même ses études, qui exécute. Mais comment les contrôler? Comment les contrôler? Comment les contrôler quand l'office des routes fait ses études, il l'exécute? Vous avez le bureau technique de contrôle, qui est une structure de l'État qui contrôle. Mais le bureau technique de contrôle n'a pas qualité à faire les études. Le bureau technique de contrôle vient contrôler les études. Mais ces études doivent partir de quelque part. La rivière de la Gombe devait traverser Huileries jusque vers la commune de Kinshasa. Mais au niveau de Huileries, la traversée que l'OVEDA a effectuée est de faibles sections. Mais si l'eau vient en abondance et que l'eau trouve que la traversée petite, l'eau fait quoi? Il y a ces trop-pleins-là qui ressortent sur la chaussée, qui remontent jusque vers les marchés des essuies, et puis ça se déverse dans la commune de Kinshasa. Vraisemblablement, les autorités étatiques doivent savoir mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Aussi, elles sont appelées à avoir un œil très regardant sur le contrôle dans l'exécution des marchés. Et pourquoi on ne donne pas aux autres experts qui peuvent être jugés sur base de leurs études? Voilà. Mais le Premier ministre le fait. Il l'a fait, il a tenté, mais ça réussit. Jusqu'à aujourd'hui,
tous les projets qui sont mis en œuvre suivant la passation, je prends l'exemple par les BCECO, n'échouent jamais. Ça, je vous l'ai dit. Ça ne va pas plaire aux gens. C'est vrai que les gens me vont crier, ils vont faire. Mais je vous dis, tous les projets organisés par M. Matata qui passent par le canal du BCECO, passation, normes respectées, ces projets n'échouent jamais. Parce qu'il n'y a aucun intervenant qui est juge parti. On commence par un bureau d'études qui fait les études. On envoie les documents à la Direction générale des marchés publics. On lance l'appel d'offres, les entreprises recrutent. Quand les entreprises recrutent, les BCECO contrôlent et les bureaux d'études et les entreprises dans la mise en œuvre d'un projet. Ça n'échoue pas. C'est à ce prix et à ce prix seulement que l'on pourra chaque fois, même quand il pleut, de parler de Kinshasa la belle. Car la beauté d'une personne ou d'une chose ne s'évalue pas seulement en temps d'accalmie, mais aussi en temps de soubresaut. Changeons de chapitre à présent. Le Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo félicite le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, pour avoir dénoncé la rébellion en gestation au Nord Kivu. Par la même occasion, il dénonce un complot ourdi en vue de l'élimination physique de l'autorité morale du Burek. Le secrétaire général de cette formation politique l'a annoncé ce samedi. Suivez Maître Soudi Alimassi. Le Burek félicite et soutient son autorité morale pour avoir pris le courage de faire tomber les masques des fauteurs de troubles à l'est de notre pays. Tout en annonçant que la série va continuer pour faire tomber d'autres masques des ennemis de la République. Car le sang des innocents a commencé déjà à crier vengeance. Le Burek en appelle à la justice tant nationale qu'internationale, en ce compris la Cour pénale internationale, à se saisir des auteurs, co-auteurs et complices de ces massacres du Grand Nord qui sont des crimes odieux contre l'humanité et qui du reste demeurent imprescriptibles. Après une série de messages téléphoniques anonymes de menaces à la mort, juste après le point de presse du gouverneur tenu à Goma le mercredi passé, nous sommes maintenant informés avec certitude qu'un commando d'une quarantaine de personnes constitué des éléments importés des pays voisins, de l'ancienne APC d'IRCD-KML ayant servi au M23, pas tous, à un groupe de civils dont le nombre n'est pas très bien identifié, ont été largués dans toute la province du Nord Kivu pour attenter à la vie du gouverneur Julien Paluku, autorité morale de notre parti politique, avec 2 méthodes identifiées dans leur ordre opérationnel. Le Burek voudrait prendre à témoin toute la communauté tant nationale qu'internationale sur le projet criminel odieux en cours et demande aux forces et services de sécurité de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à la MONUSCO qui a son quartier général au Nord Kivu, à sécuriser au maximum et sans équivoque le gouverneur Julien Paluku, ce vaillant fils du pays qui a refusé de pactiser avec le diable en vue de balkaniser notre Congo pour des motifs égoïstes. À son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, le Burek lui réitère sa pleine confiance et son soutien et lui demande de s'impliquer personnellement à cette situation pour que notre République ne puisse plus célébrer un nouveau martyre. Et puis le bureau de l'Assemblée nationale a rendu le dernier hommage à Jean Ouanga, député national élu de l'Odja. Dans son oraison funèbre, Obaminakou, président de la Chambre basse du Parlement, a vanté les mérites de l'illustre disparu, un homme de bien et discret dans l'exercice de son travail en sa qualité de législateur. L'élu de la Convention des Congolais unis restera dans les mémoires de ses collègues et les membres de son parti. Suivez. C'est dans le hall du Palais du Peuple que la dépouille mortelle du député national Jean Ouanga a reçu les derniers hommages de la part de ses collègues députés nationaux et sénateurs. Le premier à prendre la parole a été le président du groupe parlementaire Terre d'Avenir, le député national Pius Mwabilou, élu de Kinshasa. Ce dernier a regretté cette disparition qui intervient au milieu de la législature. Il a déploré le fait que son groupe ne bénéficiera plus de l'expertise de Jean Ouanga. Dans son oraison funèbre, le président de l'Assemblée nationale, Obaminakou, a exalté les mérites de l'illustre disparu. La présentation nationale rend ainsi hommage à un grand défenseur des valeurs aussi bien morales que républicaines. Homme de bien, ouvert mais discret, généreux mais exigeant,
Né le 22 novembre 1944 à Aulne, dans le district de Chanteloup, au 22 novembre, il avait fêté ses 70 ans d'âge, bien compté. Mais le destin en a décidé autrement. Après de brillantes études au collège Saint-Augustin de Loja, Jean Ouanda a été successivement directeur provincial des écoles humanistes au centre, préfet des études, secrétaire du cabinet au ministère de l'ancienne province du centre et secrétaire provincial de l'église humaniste. Plusieurs personnalités des deux chambres du Parlement ont déposé des gerbes des fleurs pour témoigner de leur attachement à l'élu de Loja qui quitte la terre des hommes. Tout à fait autre chose. Les députés provinciaux, tous confondus de la future province de Kwango, sont montés au créneau. Ils fustigent la mise en place du nouveau gouvernement provincial de Jean Kamisendou qui, selon eux, n'a pas respecté le quota du Kwango. Ils ont décidé de ne plus participer aux plénières de l'Assemblée provinciale du Bandundu. Ces députés provinciaux demandent au gouverneur de province de revoir son arrêté afin de replacer le Kwango dans ses droits avant que le pire n'arrive. Vicky Moukeba. C'est à l'esplanade de l'Assemblée provinciale du Bandundu que les élus de Kwango se sont tous réunis pour exprimer leur mécontentement au gouverneur de province, Jean Kamisendou, pour n'avoir pas respecté le quota du Kwango dans son nouveau gouvernement. Considérant la fin de non-recevoir réservée à toutes nos réclamations en vue du rétablissement du quota du Kwango, vu l'injustice flagrante et délibérée une fois encore subi par la future province du Kwango, qui ne se retrouve plus qu'avec 2 postes ministériels dépouillés de toute substance lors de la formation du gouvernement Kamisendou II du 11 novembre 2014 qui, sur 10 postes ministériels prévus, 5 sont attribués au Kwilu, 3 au Maindombe et 2 seulement au Kwango. Les élus du Kwango ne seront jamais d'accord avec le gouverneur Jean Kamisendou au cas où leurs intérêts ne sont pas couverts. Ils envisagent de mener d'autres actions s'ils ne trouvent pas gain de cause. Demandons au gouverneur Kamisendou de rétablir totalement le Kwango dans ses droits. Unis comme un seul homme, les députés provinciaux de Kwango attendent impatiemment l'intégration de leurs revendications auprès du gouverneur de province Jean Kamisendou. Et puis 49 maisons de placement du personnel dans les entreprises devront cesser leurs activités sur toute l'étendue de la RDC. Le ministre de l'Emploi qui a donné cette communication ce samedi devant la presse reproche à ces différentes maisons de travailler en toute illégalité. Le reportage est signé Martin Moudimbi Kapenga et Yannick Bilamou. C'est le ministre de l'Emploi, Modeste Barati Lukwebo, qui a fait cette communication à la presse pour annoncer la suspension des 49 maisons de placement du personnel dans les entreprises. Au nombre de celles-ci, on peut citer à titre exemplatif New Force Service, Kin Interim Esperel, établissement Job Centre Service. Le ministre du Travail leur reproche de travailler en toute illégalité et ce, au mépris des textes légaux qui régissent le Code du travail. Quand j'ai donné l'exemple des banques, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les banques qui sont concernées. Lorsque vous regardez toutes ces maisons que nous avons fermées, elles plaçaient du personnel dans tous les secteurs de la vie nationale. Ces maisons plaçaient du personnel dans les grandes sociétés que vous connaissez ici, des télécommunications, dans les sociétés minières, chez les Indo-Pakistanais, dans pratiquement toutes les entreprises. Parce que c'est à se demander s'il n'y a pas une certaine complicité entre les dirigeants des sociétés et les responsables des maisons de placement. Je crois qu'il se passe quelque chose là, mais comme je n'ai aucune preuve, je ne peux pas avancer sur cette piste-là, parce que de plus en plus, tous les responsables des grandes sociétés se déchargent maintenant et laissent tout entre les mains des services privés de placement. Alors, ceci pour dire qu'il n'y a aucun secteur qui est négligé, tous les secteurs sont concernés.
En outre, le ministre Bahati a précisé que les maisons de placement du personnel devraient dorénavant se limiter à l'inscription des demandeurs d'emploi, à la prospection des offres d'emploi et à la sélection des demandeurs d'emploi. Ainsi, les maisons de placement suspendues ont la possibilité d'introduire leur recours auprès des services du ministère de l'Emploi. Restez avec nous, ce journal se poursuit avec un invité sur ce plateau, Jérôme Sekana, journaliste économique avec qui nous allons parler de parc agro-industriel. Mais d'abord, le rappel des titres. Les Léopards de la RDC ont perdu leur avant-dernier match des éliminatoires de la CAN 2015 ce samedi face aux Lions indoptables du Cameroun. Un match qui aurait pu se solder sur un score d'un but partout, a plutôt vu le Cameroun battre la RDC par un but à 0. L'arbitre ayant refusé d'accorder à la RDC un pénalty pourtant valable. Et nous avons parlé de la santé. L'épidémie d'Ebola vient d'être maîtrisée dans la province de l'Équateur. Le ministre de la Santé publique a annoncé ce samedi la fin de cette maladie en République démocratique du Congo. Enfin, les membres du Burek disent non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Ils félicitent les autorités du Nord Kivu pour avoir dénoncé la rébellion en gestation dans cette partie du pays. Poursuivant ce journal, le Centre national pour le développement populaire a réaffirmé son engagement à accompagner la jeunesse et la population congolaise qui croupit dans la misère à travers ses divers programmes. Il a dit vendredi à l'issue de la clôture de l'atelier de renforcement des capacités et de planification 2015. Le reportage est signé Abdoul Sokopazi. La mobilisation sociale de la société civile congolaise est en perte de vitesse. Ceci est marqué par une crise financière internationale. Face à cette difficulté, le Centre national pour le développement populaire a réaffirmé son engagement à accompagner la jeunesse et la population congolaise sans emploi et qui croupissent dans la misère à travers ses divers programmes. Pour le directeur général de cette structure, Dani Singoma, cet atelier interne de renforcement des capacités de planification 2015 va permettre à son centre de réaliser une rélecture de son plan stratégique et de définir une approche cohérente de son appropriation et de sa mise en œuvre à tous les niveaux. La société civile doit être unie, soudée, pour rendre service à la population. Aujourd'hui, beaucoup d'organisations s'auto-bureaucratisent et nous voulons que les organisations de la société civile soient des organisations de mobilisation, des organisations qui conduisent la population vers un bonheur, mais des organisations aussi qui amènent un dialogue constructif avec l'État pour que l'État prenne en compte les aspirations de la population et l'encourager à faire ce qui est bon pour la population. Et quand ça ne va pas, l'interpeller afin qu'elle puisse changer de politique et savoir qu'il ne peut pas y avoir une opposition entre la population et son gouvernement et que le gouvernement doit être toujours prêt à répondre aux aspirations de la population et non pas considérer la population comme ses ennemis. C'est ça notre message et nous pensons que nous allons continuer à œuvrer ainsi pour le bonheur de tous et pour un pays plus fort, plus beau et plus prospère. Il était aussi question de partager les stratégies de renforcement du rôle et de l'influence de son centre au sein de la communauté congolaise et internationale. Nous avons analysé le contexte international qui varie. Les organisations aujourd'hui sont en difficulté parce que beaucoup d'organisations vivent des subsides extérieurs. Mais comment le SENADEP peut faire face à cette crise internationale malgré que les moyens s'amenuisent, mais être toujours prêt à travailler pour mobiliser la population, mobiliser la communauté pour le changement social, pour un état de droit, pour la consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Ces assises sur le renforcement des capacités de planification 2015 ont été clôturées le vendredi 14 novembre dans la soirée. Et puis la vice-ministre de la Justice, Sakini Binti, a séjourné dernièrement dans la province du Bas-Congo avec le gouverneur de cette province, Atou Matubwana. Sakini Binti a parlé de l'humanisation de la police nationale congolaise en matière des droits humains à l'égard des détenus. Richard Chako Kaningele signe ce commentaire.
La vice-ministre de la Justice poursuit sa tournée dans les provinces, plus précisément dans les maisons carcérales, pour se rendre compte des conditions carcérales des détenus. Dans la province du Bas-Congo, Sakina Binti a expliqué l'objet de sa visite au vice-gouverneur à Toumatouane. Nous avons effectué un petit contrôle de routine. Nous avons circulé les différents sous-sièges dans la ville de Matadi, tout le long de la route de Kassangoulou jusqu'ici. Nous avons fait aussi Boma. Le constat n'était pas affamé. J'ai relevé plusieurs anomalies. Malgré qu'ils savaient que je venais, ils ont essayé de camoufler. Mais quand nous demandions le registre des crews, nous avons remarqué plusieurs irrégularités. Je suis venu sur invitation du professeur Nsonsa, le recteur de l'université Congo, qui est un ami personnel. Donc je réponds à son invitation. Par ailleurs, nous avons des projets d'investissement, avec des projets de développement avec l'université Congo. Université signifie jeunesse, jeunesse signifie avenir et avenir signifie stabilité d'un pays. Le vice-gouverneur s'est aussi entretenu avec un homme d'affaires turc conduit par le secrétaire général de l'Université Congo sur les projets d'investissement dans la province. Et le chef du parquet de Tshikapa met en garde tous les OPJ qui tracassent la population. Notre correspondant sur place, Laurent Lukengo, nous en dit plus. Des arrestations arbitraires, des tracasseries de tout genre, des amendes transactionnelles illégales imposées à la population par des personnes sans qualité qui se réclament OPJ, des poules, des canards et chèvres extorqués au nom de Makolo, ainsi que des détentions illégales sont entre autres abus que commettent les officiers de la police judiciaire OPJ en sigle dans tous les secteurs de la vie, dans la ville et le territoire de Tshikapa. Ce constat déplorable est du chef de parquet secondaire de Tshikapa, fait vendredi au cours d'une importante réunion avec les OPJ de tous les secteurs au palais de la justice. Kongolo met en garde contre cette pratique qui tend à ternir l'image de la justice en République démocratique du Congo. Il promet des sanctions à ces de faux OPJ qui malmènent la population de Tshikapaville comme celle du territoire. Pour barrer la route à ces actes, il a envisagé des formations, des renforcements de capacités et le renouvellement de mandats pour certains OPJ avant d'inviter la population à dénoncer ces pratiques. Au palais de justice de Tshikapa ce jour, la RTGA constate une timidité. C'est un silence des cimetières dans les cabinets des magistrats. C'est à l'oreille qu'un agent de parquet qui a requis l'anonymat souffle. Les magistrats de Tshikapa ont entamé le mouvement de grève pour emboîter les pas à leurs collègues de Kananga et d'ailleurs. Contacté à ce sujet, le chef de parquet s'est abstenu de tout commentaire. Tshikapa, Laurent Lukengu, RTGA. Merci Laurent Lukengu. Quittons le Kasaï occidental pour nous retourner dans la province du Bas-Congo où nous apprenons que bientôt les couples des militaires et policiers vivant dans l'irrégularité devant Dieu et la loi vont officialiser leur union. Une initiative de la première dame de l'RDC, Marie-Olive Lembe-Kabila, qui a dépêché la délégation de l'association des épouses des militaires et policiers conduite par Georgette Ondekane pour les préparatifs de cet événement. Suzy Kibira. Le mariage doit être honoré de tous selon les Saintes Écritures. Marie-Olive Lembe-Kabila l'a compris. Après avoir régularisé à Kinshasa le mariage civil et religieux de plus de 700 couples des policiers et militaires qui vivaient en situation irrégulière, c'est au tour de la province du Bas-Congo. Elle vient de bénéficier de la générosité de l'épouse du chef de l'État. Georgette Ondekane, coordinatrice de l'association des épouses militaires et policiers, à la tête d'une forte délégation venue de Kinshasa, a reçu mandat spécial de la part de Marie-Olive Lembe-Kabila pour sensibiliser les épouses des hommes en uniforme en vue de régulariser leur union afin de sécuriser leur foyer. Un geste salué par le général Patient Siave, commandant de la police du Bas-Congo. Il appelle les couples des policiers et militaires à saisir cette occasion offerte par la première dame de la République et marraine de l'événement d'être en règle devant l'état civil et Dieu. J'encourage tous les policiers qui ne se sont pas mariés d'emboîter les pas et de venir profiter de l'occasion qui se présente aujourd'hui ou demain.
pour les bénéficiaires qui, jusque-là, vivent encore dans une union irrégulière, et cela pendant plusieurs années, remercie Marie-Olive Lembe Kabila pour ce geste combien louable. Très ravi. Na acte oyo Maman Olive arsali pour la maman et la police na maman FARDC. Du côté des aumôniers de la ville de Matadi, la délégation venue de Kinshasa a aussi pris langue avec eux. Ensemble, ils estiment que les couples en situation irrégulière doivent d'abord s'enregistrer au niveau de leurs paroisses respectives. Ensuite, Georges Atondekane, représentante de Marie-Olive Lembe Kabila, s'est entretenue avec Yvette Mbadou, épouse du gouverneur du Bas-Congo, et le général Padiri, commandant région du Bas-Congo. Georges Atondekane leur a expliqué la vision de l'épouse du chef de l'État, qui aimerait voir les hommes en uniforme être en ordre devant l'officier de l'État. Un bon soldat, dit-on, c'est celui qui est marié officiellement. Et comme vous le savez, l'année passée, la distinguée première dame de la République, Maman Marie-Olive Lembe Kabila, avait organisé à Kinshasa la cérémonie de mariage de plus de 700 couples. Et elle avait promis de faire autant dans toute la République. Donc, chose dite, chose faite, nous sommes au Bas-Congo, donc on commence avec la province du Bas-Congo. Régulariser les couples des hommes en uniforme est une vision que Marie-Olive Lembe Kabila aimerait réaliser sur toute l'étendue du pays. Ce reportage a été monté par nos confrères de TVS1 et non rendu par Suzy Kibiromari. Et pensons maintenant aux écrivains d'opinion et de conscience qui n'ont pas le droit de chanter en écrivant et qui ont vu leurs lettres réduites au silence, leurs plumes brisées et leurs œuvres brûlées. C'est la recommandation faite en séjour par l'Association mondiale des poètes et romanciers. Cet appel est propice à l'humanité qui célèbre ce 15 novembre la journée internationale des écrivains en prison. Neftali Boamoutalaou Seni. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Parlons d'autre chose. Le sommet du G20 s'est ouvert ce samedi à Brisbane, en Australie, sur fond des tensions diplomatiques entre la Russie et l'Occident. Barack Obama, président américain, veut placer l'environnement au cœur des débats. Suzy Kibiromari signe ce commentaire. Les chefs d'État et des gouvernements des pays les plus puissants du monde se retrouvent en Australie où se tient depuis ce samedi le sommet du G20 jusqu'à dimanche. Dans son intervention, le président américain Barack Obama a tenu à placer l'environnement au centre des débats depuis l'annonce d'un accord avec la Chine pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Toujours à ce sujet, Barack Hussein Obama a confirmé que Washington verserait une contribution de 3 milliards de dollars au Fonds international destiné à aider les pays pauvres à faire face aux effets du changement climatique en cours. Mais la préoccupation centrale de la rencontre reste occultée par les tensions entre la Russie et l'Occident. Depuis vendredi, plusieurs pays occidentaux s'en prennent à la Russie de Vladimir Poutine. Tony Abbott avait accusé le président russe de vouloir restaurer la gloire perdue d'un tsariste et de l'Union soviétique, alors que David Cameron a stigmatisé la Russie en soutenant qu'elle agresse les pays plus petits qu'elle. Les États-Unis, par le biais de son président, s'opposent à l'agression russe de l'Ukraine, qui est une menace pour le monde. Moscou a adressé un ultimatum à François Hollande, président français. Il a 15 jours pour livrer le bateau de guerre Mistral commandé par la Russie à la France. Question qui empoisonne les relations des deux pays. Les questions économiques habituellement au cœur des G20 et les pays membres représentant 85% de la richesse mondiale devraient entériner un plan visant à accélérer la croissance de leur PIB au-delà de sa trajectoire actuelle. Le G20 a la responsabilité d'agir, de stimuler la demande, d'investir davantage dans les infrastructures et de créer des emplois pour les gens des pays concernés. Je l'ai annoncé tantôt que nous recevons sur ce plateau Jérôme Sekana Penepapa. Il est journaliste économique et directeur général de l'agence Galaxy Media, avec qui nous allons parler du parc agro-industriel de Bukangalonzo, où s'est rendu le Premier ministre Matata Ponyo dernièrement. Bonsoir Jérôme Sekana. Bonsoir Madame Magui. Et le Premier ministre était jeudi au site de Bukangalonzo pour suivre l'évolution des champs où surplombent déjà les semences de maïs. Quel est l'impact de cette visite selon vous?
Oui, d'abord, le chef du gouvernement, je ne suis pas porte-parole, mais je me suis trouvé à Bukangalonzo parmi les gens qui s'intéressent à ce projet parce que je fais partie des citoyens du monde qui se battent pour qu'il y ait l'éradication de la pauvreté à l'horizon 2030. Et un projet comme celui-là, porteur de croissance en lui-même, m'intéresse au plus haut point. Eh bien, Bukangalonzo, c'est vraiment la vitrine par excellence de ce que nous appelons la révolution de la modernité prônée par le président Kabila dans les domaines agricoles. Le Premier ministre est allé là-bas, c'était pour clôturer la saison A, parce que l'équipe sur place a terminé à planter quelque chose comme 5000 hectares de maïs. Pour vous donner une image, c'est 10 km sur 5 de maïs. Et on a constaté sur place que la production sera abondante dans la mesure où, en moyenne, un hectare pourra produire quelque chose comme 4,7 tonnes. Et les experts disent qu'on peut même aller au-delà des 5, voire même 6 tonnes par hectare, ce qui est une très bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Et ça va permettre à notre pays d'accéder petit à petit à ce que nous appelons l'autosuffisance alimentaire. Vous ne savez peut-être pas, la République démocratique du Congo dépense près d'1,5 milliard de dollars chaque année pour importer les vivres. Donc, notamment le maïs, le riz, et ainsi de suite. Donc, il est normal qu'un projet comme celui de l'implantation des parcs agro-industriels à travers le pays, il y en aura 22 au total, et le président de la République, d'après les informations que j'ai recueillies sur place, parce que le chef du gouvernement a permis à ceux qui voulaient suivre, participer à cette réunion d'évaluation du comité de pilotage d'être là, et moi j'ai assisté à cette réunion, ce qui prouve à suffisance qu'il y a de la transparence dans la gestion de ce projet-là. Donc c'est une occasion en or pour la République démocratique du Congo qui se lance ainsi sur l'orbite de l'autosuffisance alimentaire, et nous aurons la deuxième phase qui va commencer très bientôt. Pour ce qui est de la récolte, c'est entre le mois de février et de mars. Oui, justement, je veux dire, alors les premières récoltes de maïs interviendront fin février, début mars 2015. Est-ce que ces produits vivriers, une fois sur le marché, pourront nourrir toute la population? On ne dira pas toute la population. Ce qui est vrai est que tout est mis sur pied pour que les choses se passent normalement. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo a comme vocation la production, la transformation, mais également la distribution ou la commercialisation si vous voulez. Mais cette dernière phase pourra se faire au niveau de la zone industrielle économique de Maluku. Parce que le ministre de l'Industrie était là et il a été question de voir comment on peut arriver à la commercialisation. Alors, au niveau des Bukangalonzo, il y a déjà 2 moissonneuses batteuses qui sont déjà sur place, qui vont se mettre à récolter, et 2 autres se trouvent déjà à Matadi. Et cette quantité pourra vraiment combler les vides? Bien sûr, je n'ai pas fait une enquête pour connaître le besoin que nous avons. Nous sommes en train d'analyser. Oui, nous sommes en train d'analyser. Mais ce qui est vrai est qu'il y aura la vérité des prix. Et à la longue, in fine, si on arrivait par exemple à mettre sur pied les 5 autres parcs agro-industriels sur la vingtaine que nous devons avoir dans notre pays sur l'ensemble du territoire national. Le chef de l'État a demandé qu'il y ait un parc à l'ouest, un parc à l'est, un parc au centre, un parc au nord, un parc au sud. Eh bien, on arrivera nécessairement à combler le besoin alimentaire et peut-être même à baisser le prix. Pourquoi pas de la bière, parce que vous savez, la bière que nous consommons ici, le maïs provient de l'extérieur, c'est importé. Oui. Alors s'il s'avère que les brassicoles, au lieu d'importer le maïs, se procurent sur place, en tout cas on va diminuer dans les charges les frais de transport, mais également certaines taxes qui pesaient, et là nous allons croire que le coût va baisser. C'est un projet porteur de croissance dans la mesure où c'était bien pensé. Vous avez au même moment que Bukangalonzo est en train de monter en puissance, vous avez au niveau des Boma l'usine de fabrication d'engrais qui est en train d'être installée et qui va bientôt, on va inaugurer bientôt, et qui produira au départ 50 000 tonnes d'engrais par an, mais qui va monter en puissance pour produire in fine 500 000 tonnes d'engrais afin d'approvisionner en engrais donc tous les autres parcs agro-industriels qui seront disséminés
à travers la République démocratique du Congo. Et sur place, le Premier ministre a fait l'évaluation des travaux et surtout s'est projeté sur la seconde phase. La seconde phase qu'on peut appeler la saison B, qui va bientôt commencer. Il faut préparer les terrains et il faut nécessairement débourser quelque chose comme 320 millions de dollars. Sur les 320 Jérôme millions... Sekana, oui. Vous le savez, le Premier ministre a lancé, c'est lui qui a lancé cette opération au mois C'était le 22 septembre dernier. Oui. Lors de sa dernière visite, il a aussi présidé la réunion avec l'évaluation du comité de pilotage. Qu'est-ce qui a été décidé à l'issue de cette réunion? Ce qui a été décidé d'abord, c'est que les choses vont très bien, parce que le responsable sud-africain qui gère le parc agro-industriel ont présenté un rapport. Il y a eu certes quelques petits retards parce qu'il y avait, comme vous le savez, au Bas-Congo, la grève des chauffeurs, et ça a un peu retardé les choses, mais globalement, du 22 septembre au 13 novembre 2014, eh bien, on a pu réussir à planter 5000 hectares. Maintenant, il est question, ils ont évalué quel est l'apport de ces projets en ce qui concerne la population. 300 compatriotes ont trouvé de l'emploi là-bas, des emplois directs. On a constaté également qu'il y a la prise en charge de la population en ce qui concerne l'encadrement. Plus ou moins 200 hectares ont été travaillés et remis aux agriculteurs locaux, et à partir de lundi, il y aura encore 200 autres hectares qui seront travaillés et remis. Et il y a la formation, on a évalué également, il y aura une école là-bas qui pourra être installée pour essayer de former les agriculteurs, mais on a senti quand même qu'il y a une certaine résistance de la part de la population qui ne veut pas utiliser les engrais. Nous sommes en train de basculer vers la modernité. C'est pour cette raison que le Premier ministre a demandé au gouverneur de la province du Bandundu, mais également au chef coutumier, de pouvoir sensibiliser la population. Ça, c'est en ce qui concerne la phase, la phase A, ou la saison A. En ce qui concerne la saison D, je vais vous donner les chiffres. 320 millions de dollars sont nécessaires pour ce projet-là. Et dans les 320 millions, eh bien, le gouvernement de la République démocratique du Congo va débourser quelque chose comme 210 à raison des 4,5 millions chaque mois, ainsi pour permettre d'entamer, les travaux vont commencer bientôt, c'est pour permettre de déplanter plus ou moins 5000 hectares, cette fois-ci, des légumes. Parce que des légumes, on en produira 500 tonnes par jour. Et il y aura la protéine, parce qu'il y aura des piscicultures qui seront développées, il y aura les porcins qui seront développés pour doter la population. Ce sont des bonnes nouvelles pour les Congolais, mais nous savons que le gouvernement Matata a mobilisé 83 millions de dollars américains, dont 53 millions étaient pour la mise en production de ces parcs agro-industriels et 30 millions restants pour assurer la distribution de l'électricité. Pensez-vous que ces fonds serviront à leur fin? Bien sûr que oui, parce que l'électricité, c'est début février, il y a un consultant espagnol qui a été recruté. Le ministre en charge de l'électricité était là et il a échangé avec les experts sud-africains, et le gouvernement se propose d'amener le courant là-bas, parce que les 83 millions auxquels vous faites allusion ont servi à quoi? Les gens doivent comprendre que Bukangalonzo, c'est une propriété de l'État congolais. Et l'État, ne voulant pas gérer lui-même, c'est ce qu'on appelle le partenariat public-privé. L'État se limite à construire, à planter les décors, mettre les cadres, c'est-à-dire construire les voies d'accès, l'électricité, l'eau, parce que c'est toute une ville qui sortira des terres à Bukangalonzo. Mais la gestion au quotidien a été confiée à une firme sud-africaine qui s'en occupe. Et tous les privés, ils les gèrent, parce que le Premier ministre a dit qu'il y aura même un audit. Il y a un audit qui doit se faire, parce que le gouvernement ne peut pas investir comme ça pour investir. Il faut nécessairement connaître. C'est ça le sens même de l'évaluation. Parce que il y aura les réunions d'ailleurs des comités de pilotage doivent se tenir régulièrement, et on va associer aussi tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans ces projets pour permettre, parce que les gouverneurs, par exemple, voudraient comprendre quelle est la part de sa population. Vous savez, sur les 80 000 hectares du parc agro-industriel de Bukangalonzo, 10% sont réservés à la population. Et dans le plan de la saison B, eh bien, on aura besoin de plus ou moins 5000 fermiers. 5000 fermiers qui doivent travailler et qui seront formés
pour permettre, par exemple, il y a des spécialisations pour ce qu'on appelle les choux-fleurs. Par hectare, on doit produire 60 tonnes. Donc, il faut encore recruter. Bien sûr, ils ont même dit que sur le plateau des Batéké, on ne trouvera pas 5000 fermiers. Et d'autres personnes seront recrutées même en dehors du plateau des Batéké, en dehors de la province de Bandundu. Alors, Jérôme Sekana, pour terminer, en mettant l'accent sur l'agriculture, qui est le socle de développement d'une nation, le gouvernement Matata entend faire de ce secteur l'un des piliers de l'économie congolaise, comme dans les années 60. Est-ce que cela va marcher? Oui, ça va marcher parce que lui-même, le Premier ministre a dit que ce n'est pas d'un slogan. Cette fois-ci, c'est du concret. Et vous le savez, la première indépendance, madame, c'est l'indépendance du ventre. Et le secteur agricole, c'est le secteur porteur de croissance par excellence. C'est un secteur qui absorbe de l'emploi, et beaucoup d'emplois. Ce n'est pas à comparer avec les secteurs miniers. Donc, il est évident, avec Bukangalonzo et d'autres parquets qui vont venir, nécessairement que les jeunes trouveront de l'emploi. Nos compatriotes qui travaillaient à la houe vont se spécialiser, seront encadrés, vont moderniser leur façon de cultiver la terre. On aura une quantité importante de nourriture. Il y aura la vérité des prix. La commercialisation va se faire selon un homme. Nous serons peut-être contents de consommer Made in DRC parce qu'il n'y a pas que les sociétés brassicoles. La population va consommer la farine de maïs. Mais il y a aussi le PAM que peut acheter au lieu d'acheter à l'étranger, acheter des produits de Bukangalonzo, le maïs de Bukangalonzo et exporter au-delà de nos frontières le maïs made in DRC ainsi que d'autres produits qui viendront. C'est un très grand projet et nous encourageons ces projets parce qu'il est porteur de croissance. Merci Jérôme Sekana d'avoir été le nôtre. Merci. Terminons par cette bonne nouvelle, une page rose bien sûr. Jacob Kintambwe Kalombo, régisseur commercial à RTGA, vient d'avoir une petite fille répondant au nom de Jaela Kintambwe. Son épouse Elda Kintambwe et le bébé se porte à merveille. Toutes nos félicitations. Le rappel des titres avant de nous quitter. Les Léopards de la RDC ont perdu leur avant-match des éliminatoires de la CAN 2015 ce samedi face aux Lions Indomptables du Cameroun. Un match qui aurait pu s'est soldé sur un score d'un but partout, a plutôt vu les Cameroun battre la RDC par un but à 0, l'arbitre ayant refusé d'accorder à la RDC un penalty pourtant valable. Et nous avons également parlé de la santé. L'épidémie d'Ebola vient d'être maîtrisée dans la province de l'Équateur. Le ministre de la Santé publique a annoncé ce samedi la fin de cette maladie en République démocratique du Congo. Enfin, les membres du Burek disent non à la balkanisation de la RDC. Ils ont félicité les autorités du Nord Kivu pour avoir dénoncé la rébellion en gestation dans cette partie du pays. Voilà, ainsi s'achève cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Les informations continuent sur notre site internet www.groupelavenir.cd. Au revoir et à la prochaine. Yeah.